Matinal Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et d'ailleurs, on peut dire que la conclusion de Thomas Séraphin irait très bien dans votre livre, André Perrin, puisque vous soulignez tous les paradoxes de la pensée progressiste, et comme il terminait par une forme de paradoxe, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une série d'articles, on va dire, d'entrée, où vous revenez sur les différents, on va dire, façons de s'étonner face à une pensée progressiste ou wokiste, comme on dirait aujourd'hui. Je vais en citer quelques-uns, mais d'abord, comment êtes-vous arrivé, on va dire, à cette volonté de mettre à plat tous les paradoxes progressistes ? Disons que c'est pas tellement une volonté, c'est que les paradoxes en question sont venus à moi. Oui. Voilà, comme vous l'avez dit, ce sont pas exactement des articles, ce sont des chroniques que j'ai réunies, des chroniques que je donne régulièrement à la revue Commentaire et que j'écris au jour le jour en fonction de la matière que me fournit l'actualité à travers les médias que je lis et que j'écoute et donc auxquels je réagis. Alors pourquoi cette pensée progressiste ou je devrais dire plutôt néo-progressiste est venue à moi et m'a intéressé? D'abord parce que moi-même, c'est mon origine, si vous voulez. Moi, j'ai fait de la philosophie, j'ai commencé, comme tout le monde, j'ai été formé à la philosophie des Lumières, dans l'esprit de la République. Bon, et cette pensée progressiste, il est apparu depuis quelques décennies qu'elle a considérablement évolué, qu'elle a abandonné un certain nombre de ses idées maîtresses, fondamentales, qui étaient l'universalisme, la foi dans l'universalité des droits humains, qui était la foi dans la laïcité, qui a été à partir de l'affaire Dreyfus au moins le combat contre l'antisémitisme, et qui a été l'attention portée aux classes populaires. Bon, et ce que l'on voit, ça a été mis en évidence par d'autres que moi, par Jacques Julliard, par Jean-Claude Michéa, oui, que vous citez. Par Laurent Bouvet. Michéa d'ailleurs qui fait votre préface, voilà. Qui écrit votre préface. Et donc cette pensée, elle en est arrivée à se renier en adoptant des conceptions non plus universalistes, mais au contraire très différentialiste et communautariste, qui implique une fragmentation de la société et du corps politique, en renonçant à la laïcité et en l'abandonnant à des mouvements qui jusque-là n'étaient pas spécialement laïques. Est-ce qu'elle se renie, cette pensée universaliste, ou est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement le prolongement d'une pensée universaliste qui est allée trop loin, mais finalement qui est dans le même ADN, c'est-à-dire c'est aussi une forme d'universalisme que de nier une forme d'identité propre? Oui, alors ça c'est, je dirais, son interprétation, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est exactement la manière dont elle se pense, c'est-à-dire le véritable universalisme n'est pas celui qu'on croit, et alors, si vous voulez, un des thèmes, un des mantras, si vous voulez, de cette pensée actuelle, consiste par exemple à dénoncer le racisme républicain en disant il n'est pas vraiment universaliste, il néglige toutes sortes de populations, etc. Il ne s'était pas préoccupé des femmes, puisque bien sûr, au moment de la Révolution, certes, on n'en était pas. Le droit de vote est arrivé bien tardivement, et puis il y a tout l'héritage colonial. Et donc, derrière cette universalité apparente ou de façade, se dissimulent les intérêts de l'homme occidental, du mâle blanc hétérosexuel, occidental, colonialiste, dominateur, etc. Oui. Ouais. Alors, je vais donner des exemples concrets parce que c'est vraiment intéressant, je trouve, tout ce que vous nous présentez comme étant ces paradoxes, on va dire, de la pensée progressiste. Et on va commencer par
un fait assez connu qui est celui qui a été renommé par Tzvetan Todorov, l'hygiène de langage, mais qu'on appellerait simplement le politiquement correct. Et puis, donc, dans ce politiquement correct, on le sait, vous le rappelez ici, qui vise à... Alors, non, justement, on connaît le politiquement correct pour, soi-disant, lutter contre le racisme, le sexisme, l'homophobie. Et vous rappelez que finalement, ce serait plutôt pour dissimuler ce que l'on jugeait inconvenant en lui donnant un non convenable. Ça, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Je veux bien que vous reveniez là-dessus. Mais juste après, vous donner un exemple. Celui d'un professeur à l'université d'Ottawa, en 2020, qui avait utilisé le mot nigger, donc nègre, dans un cours. Mais en fait, dans son cours, où justement, il voulait parler des communautés opprimées pour pouvoir mieux les défendre. Je fais simple, je vous laisse en parler. Et en fait, il a été interdit de cours, ce professeur qui utilisait ce mot pour défendre, parce que ce professeur était blanc. Donc, on empêche d'utiliser des mots quand bien même ça irait dans la bonne direction. Donc, finalement, le sens du politiquement correct ici est totalement... l'objectif de ce politiquement correct est totalement annihilé. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait significatif, si vous voulez, parce que, comme toujours, on part de choses vraies ou on part de bons sentiments. Et c'est vrai que tout ce qu'on appelle le politiquement correct, à l'origine, c'est quelque chose qui est né dans la communauté afro-américaine qui protestait contre les discriminations dont elle faisait l'objet, de manière donc tout à fait justifiée, et qui protestait également contre l'usage de certains vocables qu'elle jugeait offensants, comme nigger. Bon, et c'est dans ce contexte qu'on a remplacé nigger par black. Bon, là, il n'y a absolument rien à dire à cela, si vous voulez. Le politiquement correct, c'est une affaire de police, mais comme je le dis un petit peu plus loin, la police, ça peut vouloir dire soit le policé, soit le policier. Oui. Alors, dans un premier temps, on a ce qui relève du policé, oui. C'est-à-dire de la politesse, de la civilité. On évite d'utiliser des mots que les autres perçoivent comme blessants, oui. Et c'est là une exigence qui est parfaitement légitime. Alors, à partir de là, on a eu un premier glissement, si vous voulez, qui est celui précisément que dénonçait Tzvetan Todorov, qui dit, bon, c'est une hygiène de langage, mais enfin, elle est un petit peu gênante. Voilà, on ne parle plus de femmes de ménage, mais de techniciennes de surface. Bon, c'est bien gentil, mais finalement, est-ce que ça ne revient pas à dissimuler, c'est comme pour les sourds qui deviennent malentendants, les personnes à mobilité réduite, etc. Dissimuler le réel. Voilà, on dissimule le réel. Bon, ça pose déjà peut-être un problème. Oui, ça pose un problème. Voilà. Et puis alors, il y a un troisième niveau, celui auquel vous faites allusion, c'est lorsqu'on passe du policé au policier, c'est-à-dire lorsque les tenants du politiquement correct en arrivent à développer une idéologie et une pratique inquisitoriale qui consiste à traquer chez les autres le moindre mot, les mots qu'ils utilisent, et parce que ça leur permet de les dénoncer comme de méchants racistes, comme des sexistes, etc. Alors là, vous avez donné l'exemple effectivement de cette universitaire canadienne, Madame Lieutenant Duval, qui enseignait dans l'université, et alors elle a utilisé à un moment le mot nigger, mais elle l'utilisait de manière tout à fait métalinguistique, et elle l'utilisait dans le cadre d'un cours où elle expliquait comment les gens qui sont opprimés en arrivent parfois à reprendre le langage de l'adversaire et à se l'appliquer à eux-mêmes. Par exemple, un arabe va dire « Ah bah oui, moi qui suis un bougnoul », etc. Et bien sûr, dans sa bouche, c'est une manière de reprendre le mot de l'adversaire pour stigmatiser l'adversaire, pour montrer qu'il a tort de se livrer, d'utiliser un langage insultant. Bon. Donc c'est ça qu'elle était en train d'expliquer. Seulement, il y a au Canada une règle qui interdit d'utiliser le mot « nigger ». Et on doit toujours le remplacer par « N-word ». Le mot « N ». Non, voilà. Mais c'est ridicule, là. Oui, mais enfin, voilà. Toujours est-il que Madame Lieutenant Duval, dans son cours, a oublié de dire « N-word » et elle a dit « nigger ». Là-dessus, protestation de certains étudiants, et elle est suspendue par la présidente de l'université. Voilà. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Alors là, c'est plus anecdotique, mais quand même, moi, je trouve ça amusant et intéressant, et ça va tout à fait aussi dans le sens de cette pensée progressiste. Vous citez un article de Libération en date du 15 juillet 2022, avec l'auteur Hélène Leuillet, psychanalyste,
qui écrit un papier consacré à l'argent. Et donc le premier paragraphe, évidemment, en langue inclusive, comme maintenant Libération sait bien le faire. Donc je cite le premier: il procure le billet nécessaire pour fuir l'insupportable, ainsi que le savent tous les migrants.e.s et réfugiés.e.s. Et alors là, vous écrivez, là, le lecteur de Libération se réjouit. Enfin, on va pouvoir lire un article qui, grâce à l'écriture inclusive, se refuse à invisibiliser le féminin, etc., etc. Mais vous citez le paragraphe suivant, qui évoque le manque d'argent, et Madame Leuillet continue: tout le monde en souffre, des chômeurs, enfin de droit au plus grand des États. Et alors là, les chômeurs, pas de chômeurs, .e.s. Ni de chômeurs, ni de chômeuses, ni même de chômeurs, eux. Oui. Pour quelque part tout maintenant. Et alors là, j'aime bien ce qu'il y a derrière, votre analyse de ce phénomène, on va dire. Pourquoi avoir attribué seulement aux réfugiés, aux migrants, l'inclusivité et pas aux chômeurs? Comment vous l'expliquez? Même si c'est une pointe d'humour, mais bon, derrière, il y a quand même la stratégie Terra Nova, donc c'est intéressant. Oui, alors je me moque un peu, évidemment. L'essentiel, si vous voulez, vous vous moquez beaucoup, même. L'essentiel, bien sûr, c'est que l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui est absolument impossible, qui se heurte à des difficultés techniques, etc. Ce qui fait que même ceux qui en sont les promoteurs et les promoteuses, c'est ce que je dois dire, je suppose, même ceux-là sont incapables de s'y tenir. Oui. Donc ils le font de temps en temps, puis ensuite ils oublient, évidemment, parce que ça n'a aucun sens. C'est trop lourd, ça rend une chose illisible. D'ailleurs, je me souviens Alain Finkielkraut faisait remarquer que le journal Le Monde, qui défend l'écriture inclusive, se garde bien d'écrire ses textes en écriture inclusive. Et pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que plus personne ne pourrait les lire. Donc, vous voyez, c'est bon. Alors voilà. Alors ensuite, bien sûr, je me suis amusé parce que là, effectivement, il y avait quelque chose qui pouvait s'interpréter à partir de Terra Nova. Oui. On attache davantage d'importance maintenant aux migrants et aux, je ne sais plus ce que c'est les autres, que aux travailleurs et travailleuses. D'autrefois, travailleuses, travailleurs, etc. Ouais, voilà, ça a beaucoup moins d'importance. Non, mais c'est vrai que en analyse psychologique, on aurait dit que c'était un lapsus révélateur. Comme l'auteur était non seulement philosophe, mais psychanalyste, effectivement, je me suis amusé un beau retour de bâton. À demander s'il n'y avait pas un petit peu un travail de l'inconscient. Alors, pareil, dans une autre chronique, je trouve très intéressante et pour le coup, qui a déjà été pas mal analysée, mais toujours important de reprendre, que vous intitulez « À ma gauche, les cocus, à ma droite, les salauds ». Et vous reprenez l'émission Réplique du 4 mars 2023, qui est consacrée à l'héritage de François Furet. Et puis, vous citez Régis Debray qui explique la catégorisation entre, en gros, les cocus, comment dire, les deux héritages totalitaires, la croix gammée, elle qui restera toujours un héritage totalitaire salaud, et l'autre côté, le communisme, le soviétisme, qui lui n'est pas un salaud, mais seulement un cocu, pour le dire simple. C'est issu de cette phrase de Régis Debray, et vous continuez d'analyser ce propos. Est-ce que vous voulez bien revenir dessus ? Oui. Alors là, effectivement, j'ai critiqué un texte de Régis Debray. Je dis tout de suite que je n'ai rien contre Régis Debray, c'est contre quelqu'un que j'aime bien plutôt. Mais si vous voulez, là, il y a un travers qu'on trouve très souvent à propos, au fond, du fameux problème fondamental, qui a été posé à travers la notion même de totalitarisme. Vous savez que le terme de totalitarisme a été utilisé essentiellement par Hannah Arendt et par Raymond Aron pour caractériser deux formes très particulières et tout à fait spécifiques du XXe siècle, qui sont le nazisme et le communisme. Voilà. Et qui présentent des traits communs importants et qui les distinguent, si vous voulez, de toutes sortes de formes de despotisme, de dictature, de tyrannie, etc. Tous ces concepts ont d'ailleurs des sens très précis qu'on oublie généralement. Totalitarisme, c'est tout à fait spécifique du XXe siècle. Alors, qu'il y ait des points communs, ça ne signifie évidemment pas qu'il y ait identité. Comparer
ça consiste toujours à examiner des ressemblances et des différences, ce qui n'est possible que s'il y a à la fois des ressemblances et des différences. Donc il est bien évident qu'il y en a entre le nazisme et le communisme. Bon. Mais il y a aussi des points communs, et ce sont ces points communs qui sont mis en évidence par totalitarisme. Bon. Alors, à partir de là, vous avez une certaine tendance chez les gens qui se réclament de la gauche ou de la pensée progressiste, si vous voulez, d'abord à refuser qu'on utilise le terme de totalitarisme pour l'appliquer au cas du communisme, de l'Union soviétique. Hein, eux, ils voudraient qu'on le réserve au nazisme. Hein, mais parce que c'est pas pareil. Bon. Et finalement, quand on cherche, on dit, mais en quoi c'est pas pareil? Et quand on regarde, et ça, c'est ce qui découlait de ce que disait Régis Debray, ce qui n'est pas pareil, c'est au fond que le totalitarisme soviétique, au fond, ça partait de bons sentiments. C'était des gens qui étaient des altruistes, qui voulaient le bien, etc. Et malheureusement, ils se sont trompés. Ça tournait mal. Ils ont été trompés. Oui. Hein, alors que de l'autre côté, là, on a des méchants qui ne sont que méchants, et du début à la fin, hein, des simples sentinelles jusqu'aux dirigeants. Alors, il y a là un partage, si vous voulez, qui est un petit peu, enfin, qui est assez manichéen, et puis aussi qui est peu plausible, parce que, et c'est ce que je montre en rappelant sur le plan historique toute l'importance des mouvements de jeunesse, aussi bien, d'ailleurs c'était à la même époque hein, que les mouvements de jeunesse hitlériens et communistes ont été créés, hein, exactement à la même époque, bon, dans les années 20, hein, et avec la même intention d'encadrer la jeunesse. Or, ça a marché. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont pu, des deux côtés, susciter l'enthousiasme. Alors, on comprend très bien qu'on puisse, d'un côté, que l'on puisse susciter l'enthousiasme de la jeunesse pour la société sans classe, l'avenir radieux, etc. Mais est-ce qu'on s'imagine qu'on a pu soulever l'enthousiasme de toute la jeunesse allemande uniquement en lui faisant miroiter le mal? Bon, autrement dit, pour enthousiasmer la jeunesse, il faut bien proposer un idéal qui ne soit pas purement mauvais. Oui. Hein, et il faut bien que là aussi, il y ait des gens qui se soient laissés tromper, qui soient des cocus et non pas des salauds dans la distinction de Régis Debray. Voilà ce que j'ai voulu montrer. Oui, mais c'est très intéressant. Je vais citer Régis Debray pour que tout le monde comprenne exactement ses propos à l'époque. Donc c'est dans son livre « L'exil à domicile ». Notre classe d'âge aura vu l'étiquette totalitaire enfournée dans un même sac poubelle, la croix gammée et l'étoile rouge. Le vendeur de l'Huma Dimanche n'était pas du même bois dont on fait un goulag, cocu n'est pas salaud. Donc, et vous revenez beaucoup sur l'Huma Dimanche, le vendeur de l'Huma Dimanche n'était pas du même bois dont on fait un goulag. C'est vrai que c'est joliment formulé par ailleurs, mais vous revenez sur toute cette explication et c'est vraiment très intéressant. Donc il y a une dernière entrée que je trouve vraiment intéressante aussi, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les citer malheureusement. C'est le paradoxe, là, c'est autour de la défense de la burqa par Galeb Benchek, président de la Fondation de l'Islam de France. Dans une émission Question d'Islam sur France Culture. Et alors là, vous êtes allé loin, on peut dire, dans la défense par l'absurde, en fait. Puisque ce monsieur Benchek explique que la burqa n'est pas un vêtement religieux, pas un signe religieux par destination. Du coup, vous lui répondez d'une certaine façon par une supposition en disant « Mais supposez que des jeunes gens dans les lycées se mettent à arborer des croix gammées en chantant Heidi, Heido, Heida, et vous expliquez ce que c'est que cette croix gammée à l'origine et que ce chant, et en expliquant, voilà, si on veut s'arrêter à l'analyse de M. Benchek et qu'on analyse sur les faits et pas sur les intentions, alors on ne peut rien reprocher à ces jeunes-là qui chantent Heidi, Heido, Heida. Enfin, je vous laisse expliquer ça mieux que moi. Mais en fait, par l'absurde et en tirant leur propre, paradoxe, justement, vous arrivez à légitimer d'une certaine façon ici l'arrivée de jeunes nazis qui seraient tout à fait légitimés par la pensée de M. Benchek. C'est assez intéressant. Oui, alors, d'ailleurs,
il essaie de justifier ces signes en disant ils ne sont pas en soi des signes religieux. Alors, c'était pas la burqa, d'ailleurs, je crois que c'était l'abaya. L'abaya, pardon. C'est plutôt l'abaya. Alors, en donnant un argument un petit peu étonnant, d'ailleurs, parce qu'il dit l'abaya, c'est un vêtement traditionnel qui est porté par des Égyptiennes coptes, même par certaines... Alors, je dis, mais oui, bien sûr, mais enfin, c'est un petit peu curieux de le justifier de cette manière, parce que la burqa, l'abaya, en France, le problème qui se pose, c'est celui de son port par des lycéennes. Or, les lycéennes, il n'y a pas beaucoup d'Égyptiennes coptes parmi les lycéennes. Bon, l'immense majorité des jeunes filles musulmanes qui arborent ces signes en France, ou bien ce sont des Européennes converties à l'islam, ou bien généralement ce sont des jeunes filles qui sont plutôt maghrébines. Bon. Mais voilà. Alors, par ailleurs, j'ai fait observer qu'il était démenti par une de ses consoeurs, qui expliquait au contraire dans une tribune du Monde que l'abaya était tout à fait un signe religieux. Bien sûr, et même revendiqué comme tel par les jeunes. Oui, revendiqué comme tel par les jeunes, et plus proche des exigences coraniques même que le voile. Bon, voilà. Alors, ensuite, oui, il dit, mais on ne peut pas... même si on le porte avec une autre intention, la loi n'a pas le droit de punir l'intentionnalité, de regarder les intentions. Alors ça, d'abord juridiquement, c'est totalement faux. Bah oui. D'ailleurs, avec le meurtre avec intention de tuer. Naturellement, on tient compte de l'intention là. Et pour prendre un exemple tout récent, la condamnation de Nicolas Sarkozy, elle repose précisément sur l'intention, puisque l'intention seule suffit à caractériser le délit pour lequel il a été condamné. Donc ça, c'est faux. Mais oui, ce que je fais remarquer, c'est que effectivement, le fameux chant qu'on prend pour un chant nazi, là, en fait, il est bien antérieur au nazisme, il date de 1820 ou 1830, c'est une chanson à boire traditionnelle, un petit peu comme la Madelon, si vous voulez, ou Chevalier de la Table Ronde, c'est tout à fait ça, et ça a ensuite été repris par les nazis, mais vous comprenez bien que le fait que ça a été repris par les nazis, ça fait qu'aujourd'hui, son usage est beaucoup plus délicat. Même chose pour la croix gammée, qui en fait est un symbole vieux comme l'humanité. Bon, mais si maintenant vous allez dans la rue avec une croix gammée, vous pourrez dire « Ah oui, mais moi je me référais à quelque chose qui remonte à la civilisation hindoue traditionnelle. » Oui, mais ça ne marchera pas parce que ça a pris une autre signification. Donc voilà, c'est la même chose pour le cas des signes religieux. Oui, mais pour conclure, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant que vous alliez jusqu'au bout de leur pensée pour montrer leur absurde, en fait. Et en fait, vous en avez énormément des exemples comme celui-ci. C'est ça qui est impressionnant, en fait. Donc, vous démontrez vraiment, et en fait avec humour aussi, en allant jusqu'au bout comme ça, qu'en effet, qu'on est dans une pensée tout à fait qui ne se tient pas, finalement, aussi. Vous dites paradoxe, mais moi je dirais presque absurdité. Oui. D'ailleurs, le terme de paradoxe, on a hésité pour le titre entre paradoxe, contradiction. Contradiction aurait été plus juste. Paradoxe, ça se justifie, si vous voulez, dans la mesure où vous avez quand même un certain usage par les logiciens du mot paradoxe au sens de contradiction. Voilà. Oui, non, mais c'était pas pour faire une critique de votre titre, mais à votre avis, pendant combien de temps encore ça peut durer, cette pensée paradoxale, on va dire, et qui malgré tout domine dans beaucoup d'institutions, d'universités, dans le milieu de la pensée, dans un milieu assez élitiste, justement, alors qu'elle est terriblement paradoxale, pour reprendre ce terme. Écoutez, vous me demandez de me projeter dans l'avenir, de faire des prévisions. J'ai envie de vous répondre comme Pierre Dac que les prévisions sont très difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Oui. Donc je vais pas me lancer là-dedans. À défaut de prévoir, on peut espérer. Disons que j'espère. Oui. Et puis en tout cas, vous avez montré les brèches, André Perrin. Merci beaucoup pour ce livre Paradoxe de la pensée progressiste, avec l'avant-propos de Jean-Claude Michat, ce qui est quand même assez rare aussi et à souligner, aux éditions L'Artilleur. Et je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie, ancien professeur de classe préparatoire aux grandes écoles. Merci encore André Perrin. Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous ?
Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous pour pouvoir dire quel projet vous souhaitez soutenir? Je vous rappelle qu'on a 7 projets là en projet justement. André Berkoff pour sa quotidienne, l'émission historique d'Éric Branca, l'URIC, les projets, les grands débats qu'on n'a pas nous avec le gouvernement, eh bien on les propose sur Toxin. On a l'émission humoristique de Thomas Séraphin et de sa bande. Et puis on a l'application, le site, le magazine et Toxin près de chez vous. C'est-à-dire grand reportage où on vient près de chez vous et on va parler des problèmes concrets des uns et des autres. Et puis surtout on se rencontre, ce qui peut être absolument génial. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont ouverts. Là, vous allez voter, vous nous dites lesquels vous voulez en priorité. Et surtout, vous nous soutenez pour tous ces projets. Et pour ça, on a besoin de vous sur toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Puis j'en profite de vous avoir, je vais vous montrer le studio de Toxin où je travaille tous les jours. Bon, il y a encore mes feuilles, Donc voilà, mes petites, vous voyez, pour le moment, on a bien progressé parce qu'on a repeint la table en orange, on a mis des rideaux et c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez qu'on a une jolie vue avec des arbres. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous, c'est maintenant, si vous voulez qu'on continue d'exister et qu'on porte de nouveaux projets. C'est tout de suite maintenant que ça se joue, c'est cette campagne aujourd'hui. Toxin-media.fr/nous.